Aujourd'hui, on va voir un nouvel élément important dans la pratique de shamatha qui est la vigilance. On va parler également de comment ça se passe quand on raffine le pouvoir de la concentration jusqu'à atteindre shamatha, quelles sont les étapes, parce que ça a une fonction pas seulement descriptive, mais ça a une fonction aussi pour nous donner à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. De la même manière qu'il y a une checklist quand on pilote un avion, il y a une checklist également quand on pilote l'esprit. Et il y a des étapes qu'on fait au début, qu'on ne fait pas ensuite, et des étapes qu'on fait ensuite, qu'on ne fait pas au début. Et de la même manière que quand on pilote un avion, on ne vient pas rentrer le train d'atterrissage avant d'avoir décollé, eh bien, il y a des choses qu'on va faire ensuite et qu'on ne fait pas vraiment au départ, notamment l'emploi de la vigilance pour essayer de reconnaître des choses assez subtiles dans l'esprit que sont le relâchement ou la mollesse et d'un côté et l'excitation de l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite parce que l'esprit va devoir euh, euh, gagner quelques galons dans la pratique de l'attention, dans la pratique de la pleine conscience, dans la pratique de la remémoration, tous ces termes sont synonymes, avant de commencer à pouvoir traiter les micro-perturbations qui vont être les derniers obstacles avant que l'esprit puisse rentrer en absorption méditative. Donc on va voir ça aujourd'hui et on aura ensuite la possibilité, vous aurez la possibilité de poser des questions sur votre pratique à travers le chat. On parlera également des obstacles souvent rencontrés dans la pratique de shamatha et des conseils pour établir une pratique quotidienne, je ne sais pas, mais peut-être hebdomadaire. Mensuelle, ça commence à faire un peu, c'est pas beaucoup. Euh, et donc, sans plus attendre, on va prendre une position de méditation, quelle qu'elle soit, mais qui vous inspire néanmoins une forme de tonicité, de détente, quoi que ça puisse vouloir dire pour vous et de quelque manière que ça puisse s'exprimer dans votre corps, que vous soyez assis sur un coussin, allongé sur un lit, peu importe. Mais essayons de prendre une position qu'on ne prend que pour méditer. C'est important, ça, dans la pratique, d'avoir une position bien particulière qui fait que chaque fois qu'on prend cette position, on ne la prend que pour méditer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est invité à prendre cette position du lotus ou cette position accroupie avec les mains dans cette position, parce que ça vient sans doute imprimer dans l'esprit le rappel que on fait ça pour méditer uniquement. Je crois qu'il y avait des études qui avaient montré que quand on faisait comme ça en disant bonjour, il y avait des zones au bout des doigts qui étaient activées et qui permettaient de mieux se souvenir. Donc quand on dit bonjour à quelqu'un en mettant les mains comme ça, il y a peut-être quelque chose qui permet de mieux se souvenir. Et de la même manière, peut-être quand on met les mains comme ça, il y a quelque chose qui va ajouter un petit bonus pour aider l'esprit à se focaliser. Donc je vous invite à prendre une position de méditation. Et on peut commencer par la réjouissance. Cette réjouissance qui va pouvoir peut-être un peu produire de la clarté mentale dans notre esprit. Cette réjouissance qui est, comme on l'a vu le premier jour, un des ferments de l'effort joyeux et qui est le premier pouvoir, la première force nécessaire à la méditation de shamatha. Eh bien, cette réjouissance, on peut la produire de plein de manières différentes, mais aussi par juste la remémoration de se dire, voilà, on pourrait aller manger au resto ce soir, plein de choses à faire, sans doute plein de trucs à voir sur Netflix, pour aller faire du sport, que sais-je. Non, on choisit de passer 1 heure et demie à essayer d'envisager cette technique tellement précieuse
pour focaliser l'esprit, pour développer dans notre esprit des choses fortes, puissantes, et en chemin de gagner plus de paix, de bonheur, de stabilité, de sérénité. Et ne pas penser que c'est vain ou que c'est pas grand-chose. Hein. Bon, je fais pas trop d'efforts non plus d'allumer mon ordi. Non, non. C'est précieux. Car c'est à travers cette pratique de shamatha qu'on peut exprimer notre potentiel, le potentiel que tous les êtres possèdent, mais que malheureusement, tous ne peuvent pas accomplir. On a la chance d'avoir une santé physique peut-être, mentale, suffisante peut-être à minima pour peut-être un peu focaliser l'esprit. Et combien d'êtres n'ont pas cette chance ? Et c'est à travers le petit pas d'une session comme ce soir qu'on se dirige vers l'accomplissement de notre potentiel. Et c'est vers là qu'on peut tendre, de donner à notre existence cette direction sûre du refuge, ce refuge qui est d'accomplir son potentiel, de réaliser la nature des choses comme elles sont. Et on le fait avec la préoccupation la plus vaste possible, de le faire pour le bien de tous les êtres, pour contribuer à la paix dans le monde. Et je vous laisse formuler cette aspiration d'aller vers cet accomplissement de votre potentiel et de le faire avec une volonté altruiste. Car alors tout ce qu'on fera ensuite sera teinté de cette intention vaste. Ok. Alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà été en contact avec cette technique qui est présentée dans le lamri, mais qu'on retrouve dans la tradition indo-tibétaine, vous avez peut-être déjà entendu de ces 9 étapes qui conduisent à shamatha. Shamatha, c'est vraiment ce qu'on essaie d'accomplir. Et ces 9 étapes qui sont illustrées par le petit parcours de l'éléphant qui va jusqu'à la grotte, que vous retrouverez dans le livre de Geshe Loden. Ces étapes, on les prend bien trop souvent de manière uniquement descriptive, comme si, c'est la carte de ceux qui sont peut-être un peu plus doués que moi à méditer, mais moi je reste un peu en bas de la montagne, moi, hein. Sur le sentier, là, moi je reste un peu... l'éléphant, je l'ai perdu, il est dans la jungle et je l'ai complètement... j'ai perdu sa trace. Donc il y a peut-être des gens qui sont doués, qui arrivent à monter au premier niveau, mais moi, ce n'est pas le cas. On se rend compte en pratique que ces placements sont certes, quand on arrive au placement 9, assez élevés, mais je pense qu'il est raisonnable de penser qu'on puisse atteindre un niveau suffisant de concentration et de toute façon, chaque étape qu'on va faire vers
l'accomplissement de shamatha va être va apporter de grands bienfaits dans notre pratique spirituelle, dans notre esprit, dans notre vie de tous les jours. Donc ces 9 étapes, elles commencent en fait là où on en est. Elles commencent par notre distraction quotidienne qu'on connaît quand même assez bien. La première étape, le premier placement, c'est quand simplement avec le pouvoir de la pleine conscience, on arrive à se focaliser sur l'objet sans le perdre pendant une durée qu'on dit qu'elle est à peu près le temps qu'il faut pour réciter un mala de Om Mani Padmé ou 1 minute 30. Mais avant peut-être de parler des 9 étapes, voyons en détail comment se développe l'esprit à mesure qu'on va vers shamatha. Parce qu'on pense souvent, par exemple, je travaille sur une visualisation dans la sphère mentale, une forme d'imagination, qu'en fait, au départ, on a l'objet qui apparaît très clairement, mais on n'arrive pas à le conserver. Et en fait, le but de la pratique, ça va être de non pas se focaliser qu'une seconde sur l'objet, mais de le garder à l'esprit pendant 10 minutes. Puis après, l'objet, en fait, il ne change pas, il est toujours très clair, mais il va demeurer de plus en plus longtemps. Non, en fait, on se rend compte que tant du côté de la stabilité qu'on a vu la fois dernière que du côté de la clarté mentale, il y a un accroissement assez important. C'est-à-dire que dans le départ, un point important, c'est que l'objet n'apparaît pas clairement. L'objet, si vous avez un objet visualisé, ou même si vous êtes sur le souffle, vous ne percevez pas toutes les micro-variations du souffle. C'est-à-dire que l'esprit manque de clarté. D'ailleurs, il y a une question qui était posée sur la clarté mentale. Est-ce que c'est la clarté de l'objet ou est-ce que c'est la clarté de l'esprit? On y répondra plus tard. Donc, dans les premières étapes, si vous êtes focalisé sur le souffle, vous pouvez manquer de percevoir certaines des sensations. Le but, ce n'est pas de percevoir toutes les sensations, parce que si vous le faites, vous allez tendre l'esprit. Le but, c'est d'avoir une appréhension à minima. Et ça, Lama Tsongkhapa est très clair sur le fait de dire, si vous avez une image à minima de votre objet de méditation, c'est suffisant. Donc dans les premières étapes, l'objet va être assez peu clair, il peut apparaître clairement, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que jusqu'au niveau 5, l'objet n'est pas garanti d'apparaître clairement. C'est-à-dire qu'au niveau 1, on va avoir un petit peu de stabilité. Là, le premier pouvoir qui va être important, c'est de générer de l'effort joyeux pour comprendre les bienfaits de la pratique, et puis pendant la méditation, d'utiliser la pleine conscience qui n'oublie pas. C'est ce qu'on a vu la fois dernière, mais cette pleine conscience, elle agit avec la vigilance. La pleine conscience, elle observe la route devant nous, et la vigilance, elle fait attention qu'on ne morde pas sur le bas-côté. Ça, on va utiliser les deux. Très souvent, on pense que la vigilance, elle n'intervient que pour identifier le relâchement et l'excitation. Mais en fait, on se rend compte que la vigilance, elle observe bien d'autres choses avant. Elle observe nos pensées, elle observe est-ce qu'on est distrait, est-ce qu'on est sur le point d'être distrait, est-ce que ce sont des distractions grossières, est-ce que je suis en train de m'endormir, est-ce que j'ai un manque d'enthousiasme, est-ce que j'ai envie d'arrêter la méditation. Mais on trouve la mesure de cette vigilance pour pas trop en faire. Sachant que le premier pouvoir, le plus important, c'est la pleine conscience. Et en périphérie seulement, la vigilance va s'installer. Donc ça, premier placement, on arrive à faire 1 minute 30. Deuxième placement, on arrive à faire un petit peu plus et on commence à avoir une appréhension de continuité. Le troisième placement, on l'appelle le placement rapiécé. En fait, c'est comme si on avait un trou. Le trou, c'est la distraction. Et chaque fois qu'on a un trou, on vient mettre une pièce de tissu. En fait, rapiécé parce qu'on vient rapiécer notre attention sur l'objet de méditation beaucoup plus rapidement. Avant, le placement 3, on perd l'objet et il nous faut du temps pour revenir. On part complètement pendant 2, 3 minutes ou même 30 secondes, peu importe, mais on a l'impression de vraiment revenir sur l'objet de méditation, alors qu'au niveau 3, ça prend moins de temps. On est plus au fait. Et ça vient parce que le pouvoir de la pleine conscience et le pouvoir de la vigilance commencent à s'affiner. Même si à ce point, la vigilance n'est pas encore une fois destinée à reconnaître des choses trop subtiles. Donc à ce moment-là, dans les premières étapes, le plus important, c'est les distractions grossières. C'est celles qui nous font complètement perdre l'objet. Il ne faut pas s'imaginer non plus dès le départ qu'il n'y aura pas de distraction moyenne.
Et on a vu à la première session la différence entre les deux. La distraction grossière, c'est une distraction qui nous fait perdre complètement l'objet. Et les distractions moyennes, c'est celles où on est en train de se focaliser sur le souffle ou notre objet de méditation, mais on a en périphérie quelque chose qui vient. Ça ne nous fait pas nécessairement perdre l'objet. Et pour indication, ces petites distractions qui ne nous font pas perdre l'objet, elles disparaissent très tard. Donc il ne faut pas s'imaginer dès le départ qu'elles vont disparaître. En fait, chaque fois qu'on s'imagine quelque chose qui n'est pas de l'ordre du niveau dans lequel on se trouve, on va créer une tension dans l'esprit. Si on imagine dès le départ que l'objet de méditation doit être tout à fait clair, on va tendre l'esprit. Si on imagine dès le départ qu'il faut chasser les distractions grossières et les distractions moyennes de la même manière, on va tendre l'esprit. Tout ça, c'est en fait pour essayer de créer un environnement mental qui va permettre à la détente et à la stabilité de se poser. L'objet n'est pas clair, il peut y avoir des distractions subtiles, des distractions moyennes, ça ne veut pas nécessairement dire que je perds l'objet, je continue. L'objet n'est pas clair et même parfois j'ai du relâchement grossier, c'est-à-dire que j'ai une clarté, j'ai l'impression d'avoir encore de la pleine conscience, mais l'objet n'apparaît plus. Ça, ce n'est pas grave non plus. Ça, c'est quelque chose qui disparaît au niveau 5. Donc vous voyez que le standard dans le départ de la méditation, même pour atteindre le niveau 4, il est très bas. Et quand on prend ça en compte dans la pratique, on voit qu'on stabilise l'esprit parce qu'on arrive à se détendre. Hyper important. Niveau 4, on ne perd plus l'objet complètement. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut méditer 24 heures en ne perdant plus l'objet, c'est pas ça. On peut faire une méditation pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on ne perd plus l'objet complètement. Parce que là, la vigilance, le pouvoir de la pleine conscience s'est accompli dans l'esprit, on ne perd plus l'objet. Mais il y a plein de choses qui vont apparaître dans votre esprit, vous allez vous rendre compte, il y a plein de distractions que vous allez voir de plus en plus clairement, des pensées, qu'est-ce que je vais manger ce soir, mais vous ne perdez plus l'objet. Ça, c'est hyper important, vous pouvez atteindre le niveau 4 en ayant encore des pensées qui vous apparaissent de manière très claire. Mais vous ne perdez plus complètement le support de méditation. Et là, le problème, c'est que maintenant, vous avez accompli le pouvoir de la pleine conscience, il va falloir engager la troisième vitesse. Premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'effort joyeux. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la pleine conscience. La vigilance, elle a servi jusqu'à présent, mais maintenant, il va falloir aller dans les petits détails. Les petits détails, c'est que vous allez vous rendre compte que parce que vous ne perdez plus l'objet, l'esprit, il y a un danger qui connaisse le relâchement. Donc là, le relâchement, en fait, c'est un mot qu'on emploie, on peut se dire, oui, on a envie de dormir. Non, ce n'est pas tout à fait du sommeil. Le relâchement, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'apparaît que quand on médite. C'est un facteur mental, une fonction de la conscience qui n'apparaît que pendant la méditation. Et c'est une forme de mollesse. C'est une forme de mollesse où il y en a plusieurs types, mais ça peut être par exemple qu'il n'y a pas d'intensité dans la méditation. Ou bien que le relâchement grossier, par exemple, c'est qu'on a l'impression de voir, on a l'impression on n'est pas distrait, la pleine conscience opère, mais on ne voit plus l'objet. Et ça, on peut atteindre le niveau 4, rendez-vous bien compte, on peut atteindre le niveau 4 en ayant encore ça. Ça, c'est super important, ça veut dire qu'au niveau 4, on peut ne plus perdre l'objet, mais en fait, c'est la pleine conscience qu'on ne perd plus, parce que l'objet, parfois, il n'apparaît pas. Et ce relâchement grossier ne disparaît qu'au niveau 5. Au niveau 5, là, il faut qu'on commence à engager la troisième vitesse de la vigilance. Et la vigilance, elle reconnaît la présence du relâchement et de l'excitation. C'est-à-dire, on ne perd plus l'objet, mais il y a une tendance à waouh, je commence à sentir je sens le bien-être qui s'installe, je sens la paix intérieure, je sens la joie, je sens l'effort joyeux qui commence à surgir dans mon esprit. Et je commence à avoir des pensées qui me disent « Ouh, et si j'atteins Shamatha, et si j'y arrive ?» Donc on s'excite. Et ça, c'est un obstacle. Ça veut dire que là, on est un petit peu trop dans un mode de perception un peu trop tendu. Il va falloir qu'on détende un peu plus, qu'on relaxe le mode de perception. Mais au niveau 5, le plus grand danger, c'est le relâchement. Et pour contrer le relâchement, une indication qu'on trouve assez rarement dans les textes, mais qui est super importante, c'est qu'en fait, la vigilance, elle va, pour
gagner des galons, reconnaître les bienfaits de la concentration. C'est-à-dire qu'on est connecté au souffle et en périphérie, on commence à sentir le bien-être, on commence à sentir la souplesse mentale, on commence à sentir le bonheur mental qui s'exprime en nous. On ne fait que l'observer, on ne l'induit pas, mais en l'observant, il va avoir tendance à s'installer beaucoup plus puissamment dans l'esprit. Et ça va générer une espèce de joie dans l'esprit qui va donner de la force à la vigilance pour reconnaître des choses qu'on ne pouvait pas reconnaître avant. Ça vient donner de la clarté. À l'étape 6, le danger, maintenant, ça va être l'excitation. Et pareil, là, on va plutôt descendre un peu le mode d'appréhension, on va calmer un peu. Au niveau 7, il n'y a plus de danger vraiment d'avoir du relâchement et de l'excitation, mais il peut y avoir encore un peu de ça. Et à partir du niveau 7, c'est la 4e vitesse qui arrive. La 4e vitesse, c'est le 4e pouvoir Enfin, c'est pas le 4e pouvoir, c'est 1, 2, 3, 4, c'est le 5e pouvoir que vous retrouvez dans le livre sur les 6 forces qui sont importantes dans la concentration. La 5e force étant que parce qu'on reconnaît en temps réel les bienfaits de la concentration, il commence à y avoir de l'effort joyeux qui vient naturellement dans l'esprit. Préalablement, il fallait lancer un élan pour avoir envie de méditer à travers une réflexion. C'est quoi les bienfaits de la concentration? C'est quoi les défauts de ne pas faire la méditation? Et on commence à avoir de l'enthousiasme. Maintenant, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire dans l'esprit. C'est qu'on arrive à générer le carburant de la concentration à l'intérieur de la pratique méditative. C'est-à-dire qu'on produit le carburant qui est brûlé, qui engage le moteur, qui produit plus de carburant, et ça devient une réaction en chaîne. C'est-à-dire que l'effort joyeux va commencer à induire une réaction en chaîne où on voit en temps réel les bienfaits, ce qui nourrit plus de force de focalisation, qui va nourrir plus de joie et plus de bien-être, qui va nourrir la focalisation, etc. etc. Et c'est à ce moment-là, au niveau 7, qu'on peut commencer à méditer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Au niveau 7, 4, 5, 6, 7, au niveau 7, l'effort joyeux est produit, il est accompli au niveau 8, c'est-à-dire que là, il est totalement parfait, et au niveau 7, on vient calmer, en fait, on vient pacifier les sensations désagréables, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est-à-dire qu'on n'a plus de fatigue physique pendant la durée de la méditation, et on n'a plus de fatigue mentale, on n'a plus envie de dormir, on n'a plus même de ressenti négatif, ce qu'on appelle la mélancolie, mais c'est vraiment une sensation désagréable. La méditation ne produit que des choses agréables, et cet état va conduire à des méditations qui sont de plus en plus longues. Au niveau 8, il va falloir mettre un tout petit peu d'effort pour que la méditation elle soit complètement sans peine et qu'elle soit totalement dans l'effort joyeux. Et enfin, au 9e étape, il faut juste continuer. C'est le pouvoir de la familiarisation, de continuer qui va permettre à ce que l'esprit entre en absorption méditative et accomplisse shamatha. Donc, voici les étapes qui conduisent à shamatha. Et ça a une fonction dans notre pratique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Parce que si vous commencez votre méditation et après 1 minute, vous essayez déjà de reconnaître s'il y a du relâchement ou de l'excitation, alors que vous en êtes peut-être qu'au niveau 1 ou 2, c'est beaucoup trop tôt. Vous allez tendre l'esprit. Il faut mettre l'accent sur la stabilité. Et quand suffisamment de stabilité a été induite dans l'esprit, et que votre vigilance sait reconnaître la présence des perturbations comme le relâchement, comme les distractions grossières par exemple, vous allez pouvoir gagner un galon dans ce que vous pouvez détecter avec votre vigilance. Et à mesure qu'on avance, on peut détecter des choses plus fines. Donc la pratique est très graduelle dans le sens qu'on élimine les choses grossières au départ et les choses subtiles à la fin. On n'essaie pas d'éliminer les choses subtiles au début. Hyper important ça. Et quand on comprend toutes ces étapes et qu'on les met en ordre dans notre pratique, on se rend compte qu'en fait, c'est super adapté à l'esprit. Et c'est super adapté même à notre esprit, nous,
français, occidentaux que nous sommes. Donc ces 9 étapes, elles ne sont pas uniquement descriptives. Elles sont aussi pour nous inspirer, de nous dire, waouh, ok, si j'en suis à l'étape 2, parfois j'arrive à l'étape 3, ça veut dire que je ne suis pas très loin de l'étape 4. Là, il me faut juste faire ça pour avoir l'étape 5, et si j'avais l'étape 5, je peux avoir l'étape... C'est presque une méditation qu'on peut faire, de voir, waouh, ça fait tellement sens en fait. Quand on arrive à l'étape 4 et qu'on voit qu'on a réussi à atteindre l'étape 4 parce qu'on a utilisé les conseils de l'étape 3, l'étape 2 et l'étape 1, on se dit, mais en fait, c'est pas du pipeau. C'est pas du pipeau, ça veut dire que si je fais ce qu'il faut, je vais aller à l'étape 5, je peux atteindre le calme mental, je peux atteindre une absorption méditative, et ça produit encore plus d'efforts joyeux pour vouloir le faire, pour continuer, pour se dire, ok, c'est une forme de pilotage qu'il faut que j'apprenne, que j'y consacre du temps, et ça vaut la peine. Rappelons-nous qu'il n'existe pas de méditation sans une certaine dose de calme mental, de shamatha. Ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre shamatha pour méditer, mais il faut déjà avoir un certain niveau. Tout ce qui est avant, c'est une forme de réflexion qu'on fait. C'est l'activateur de la méditation, shamatha. Ça décuple la transformation spirituelle. Ça, on l'a vu la première session. Donc, la fonction de la vigilance, elle va être ensuite de reconnaître ces micro-détails. Mais j'ai pensé peut-être ne pas en parler aujourd'hui parce que je pense que cette vigilance qui observe le relâchement et l'excitation, même si on peut avoir du relâchement et de l'excitation au niveau 3, 4, en fait, ça va surtout être à partir du niveau 5 qu'on va devoir y faire attention. Donc pour une approche qui est une introduction à la méditation, je pense que c'est mieux qu'on parle de la vigilance qui reconnaît simplement les distractions. C'est ce qu'on fait au départ en fait. On a la pleine conscience sur le souffle et en périphérie, on a cette vigilance qui trie un petit peu les distractions et qui essaie de se parfaire au départ, et on va plus se souvenir du tout des choses qu'on a pensées même il y a une seconde. Mais si on garde une encre dans le souffle, une encre marine, et qu'on arrive à sonder notre esprit, essayer de percevoir qu'est-ce que c'était mes pensées, qu'on le fait à multiples moments de la journée, et qu'on s'exerce également à employer cette pleine conscience et cette vigilance, pas seulement pour nos pensées, mais pour les choses qu'on vient de dire aussi. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans une conversation? Parfois on l'a oublié. La pleine conscience et la vigilance, là, elles sont expliquées dans le contexte de pratiquer shamatha, mais c'est une qualité qu'on retrouve et qui est fondatrice de l'éthique finalement. C'est-à-dire d'être conscient de ce qu'on dit au moment où on le dit, d'être conscient de ce qu'on fait avec notre corps au moment où on le fait. Et il semble ça semble être du bon sens quand même que pour être conscient des choses qui traversent notre esprit, ça va être plus simple si on est déjà bien conscient des choses qu'on dit, qui sont donc plus grossières, et par conséquent des choses qu'on fait avec notre corps, qui sont encore plus grossières. Si on commence dans shamatha en allant du plus grossier au plus subtil, il semble quand même assez normal qu'on commence également par travailler cette pleine conscience et cette vigilance quand vous baladez, quand vous conduisez, quand vous parlez au téléphone, quand vous discutez avec des amis. Ça va aider, vous allez voir que ça va être des renforceurs profonds de votre pratique méditative, que cette pleine conscience et cette vigilance, elle puisse s'imprégner dans votre vie quotidienne. Ok, donc on va essayer de mettre un petit peu en pratique ça à travers la pleine conscience qui, je le rappelle, n'oublie pas l'objet de méditation, et la vigilance. Sachant que pour commencer, on peut faire de toutes petites sessions que je vais entrecouper, parce que c'est la répétition dans la journée qui va faire que l'esprit va se focaliser sans doute beaucoup plus sûrement que si on était seulement à faire une session d'une demi-heure, par exemple. Je vous invite à prendre une position méditation.
Et il peut être bénéfique de commencer par se rappeler de ce que c'est que l'objet de méditation. Pour le souffle, ça paraît plutôt simple, mais si on avait choisi par exemple de méditer sur l'amour, de faire une pratique de shamatha sur la bienveillance, c'est difficile à faire si je ne sais même plus ce que c'est l'amour, ou j'arrive pas du tout à la produire, même en y pensant. D'où l'importance que si les choses n'apparaissent pas à travers la réflexion, ça va être très très difficile de méditer dessus pendant shamatha. Donc un bon moyen de savoir si on est prêt à méditer sur shamatha, sur un objet de méditation, c'est est-ce que l'objet peut apparaître simplement déjà dans la réflexion. J'arrive pas à avoir de bienveillance pour ma mère, mon père, ou mon chien, ou mon chat, dans une réflexion, alors je ne vais pas pouvoir me focaliser dessus pendant un quart d'heure. Ça, c'est impossible puisque je ne produis pas cette chose dans mon esprit. Ça, c'est l'importance des trois sagesses. C'est par la sagesse de l'écoute qu'on va pouvoir appliquer des conseils dans la réflexion, produire des expériences, et c'est sur la base de ces expériences et de ces choses vécues qu'on va pouvoir se focaliser et les adopter dans la méditation. Donc pour le souffle, on peut se rappeler qu'est-ce que c'est que le souffle. Le souffle, c'est à la fois l'inspire et l'expire, mais c'est aussi la pause. Parce que si la respiration, c'était que l'inspire et l'expire, et que je fais des pauses, naturellement, bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je perds l'objet de méditation? Alors il faudrait que je médite comme ça, sans pause, pour ne pas perdre l'objet? Non, les pauses font partie de la respiration. Et on adopte cette respiration la plus naturelle possible, sans effort, sans la rendre plus longue ou plus brève. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et si vous voulez ajouter une note mentale, comme une forme de parole en silence, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi simplement le reconnaître sans vous parler à vous-même. Et la méditation n'a même pas commencé, là on rentre simplement en contact avec ce sur quoi on va méditer ensuite. On vient planter la graine de la clarté mentale. De temps en temps, vous pouvez faire un cycle de respiration et à la fin de l'expiration, regarder en arrière et vous dire « Ah ouais, je sais que ça, c'est la respiration, c'est mon objet. » Et vous pourriez essayer demain ou un autre jour de le faire, ça, ce petit exercice, une vingtaine de fois dans la journée, pendant 1 minute. Vous respirez quelques fois et vous essayez de sentir ce facteur d'intensité peut-être dans votre esprit qui grandit avec une forme de certitude un peu plus vive, d'être connecté en haut débit avec votre souffle à mesure que vous pratiquez dans la journée. J'inspire, j'expire et je sais que c'est la respiration.
Et ça, c'est ce que la Tsongkhapa présente comme le fait de trouver l'objet. Et c'est, je crois, un rappel à ce qu'on puisse comprendre que la méditation est le résultat de la réflexion. Et je pense que c'est assez consistant avec même la manière que la pratique de shamatha a été présentée dans la tradition Pali, la tradition Theravada, où on médite d'abord sur percevoir si le souffle est court ou s'il est long avant de percevoir et de calmer l'activité du souffle. Bien trouver l'objet avant de méditer sur lui. Ce qui est assez consistant également, pas consistant, c'est pas un bon mot, ça, c'est assez cohérent avec également la pratique du Vajrayana où on médite sur les aspects, par exemple, d'une représentation d'un Bouddha, détail par détail, avant de visualiser cette représentation sous la forme d'un Bouddha, la taille d'une graine de sésame, par exemple. On alterne entre la clarté et la stabilité. Trouver l'objet, se focaliser sur lui. Ok, on peut réessayer. Et quand on fait ça, on peut sentir que le souffle apparaît un petit peu en haut débit. Mais ça, il va falloir le lâcher complètement, ça. Parce que quand on passe vraiment à l'étape du départ de la méditation de shamatha, il va falloir accepter un décroissement dans la clarté, l'intensité, la certitude. Et là, en fait, on revient à la VHS, là. Il faut accepter la VHS du souffle. Il faut accepter la connexion 56K qu'on avait au départ, avec le petit truc qui faisait... Il faut accepter que ça perde en qualité. Donc là, maintenant, on accepte que de toute façon, on est en train de respirer. J'espère pour vous, en tout cas. Donc la respiration, elle est là. C'est pas la peine qu'elle apparaisse, que tout apparaisse, que je contacte chacune des variations, chacune des étapes. Je peux ne pas être connecté au souffle et quand même avoir de la pleine conscience. Ça, c'est important. Ça disparaîtra à l'étape 5. Donc là, on met seulement l'accent pour commencer sur la stabilité. J'inspire, j'expire. Et ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est que maintenant, on va utiliser notre vigilance, pas pour essayer de gagner en clarté, parce qu'on sait que la clarté, de toute façon, elle ne viendra pas maintenant. La vigilance qui ne vient pas détecter le relâchement et l'excitation parce que c'est trop tôt. La vigilance qui vient simplement commencer à éclairer le contenu de nos pensées, surtout les pensées qui viennent totalement nous extraire de l'objet de méditation. Et la manière qu'on a de le faire, c'est de se souvenir. On garde une appréhension du souffle et on se dit, qu'est-ce que je viens de penser là? Et faire une petite capture d'image, capture d'écran. Faisons le test. On l'a fait la fois dernière, je crois, mais c'est un point important, ça. Restez à minima sur le souffle. Et maintenant, observez la sphère mentale.
est-ce qu'il y a des distractions grossières? Ces distractions grossières qui vous font perdre complètement l'objet, vous avez l'impression de revenir sur votre objet de méditation. Et ça ne veut pas dire que vous le perdez un quart de seconde. En général, si c'est un quart de seconde, vous avez une micro-pensée, c'est peut-être pas une distraction grossière, c'est peut-être une distraction plutôt subtile. Distraction grossière, c'est quand vous partez dans un film et vous avez l'impression de revenir. C'est difficile de faire la différence entre la distraction grossière et la distraction moyenne. Mais même si je ne l'ai pas vu dans les textes, ça c'est mon hypothèse, c'est que la distraction grossière, c'est la distraction où vous avez l'impression de revenir. Vous avez l'impression que vous avez complètement perdu votre pleine conscience. Ok, faisons le test. On va faire 1 minute à peu près. Ok. Alors l'intérêt de distinguer, encore une fois, les distractions grossières des distractions moyennes, c'est qu'on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'on fait des distractions? Eh bien, les distractions, on va éviter de tomber dans 2 extrêmes. Le premier, c'est de leur tirer dessus avec la Kalachnikov, c'est-à-dire de rentrer dans le film, de les juger, de se dire ah ben voilà, ça y est, ça revient, c'est encore le même film, c'est reparti, allez, on y va. Et l'autre, c'est de absolument pas y porter attention. Ça, c'est les 2 extrêmes. Si on n'emploie que la pleine conscience, en fait, on va se rendre compte que la concentration ne va pas pouvoir aller très loin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne pourra sans doute pas même atteindre le niveau 4 si on manque de cette vigilance qui vient distinguer les distractions grossières des distractions moyennes. Mais quand on sait que les distractions moyennes, elles seront parties au niveau 8 et que les distractions grossières seront parties au niveau 4, ben les distractions moyennes qui viennent dans notre esprit, on est beaucoup plus à même de les accepter parce qu'on se dit de toute façon, elles sont là pour un moment. Donc ok, ben je les laisse. Elles ne posent pas de problème encore, celles-là. Ça va venir, on va les traiter au bon moment. Mais c'est vraiment les distractions qui nous font perdre l'objet, qui vont être l'objet de notre préoccupation. Et le moyen de les dépasser, c'est simplement de leur offrir notre conscience. C'est-à-dire qu'on les reconnaît, on reconnaît leur présence. C'est la seule chose à faire. Reconnaître leur présence, rester sur l'objet de méditation et revenir sur lui. Ce n'est pas 3 étapes en fait, c'est la même chose. Hein. La vigilance observe ce qui vient de se passer. Et au début, vous allez avoir la tentation de poursuivre le film, parce que c'est alléchant, mais c'est pour ça que justement que vous vous faites emmener par vos perturbations et que vous quittez l'objet de méditation. À mesure qu'on pratique, on ne cède plus à ce film. On ne part plus dans le film. Donc la vigilance, au départ, elle va louper les choses. Il ne faut même pas essayer au départ d'essayer de tout capter parce que vous allez tendre l'esprit. Ne captez que les choses grossières. Et même les choses grossières au départ, si vous avez des pensées que vous ne vous souvenez plus, ce n'est pas grave. En pratiquant, vous allez éclairer le contenu de la sphère mentale.
Si vous loupez les 3/4 de vos distractions grossières, au départ, c'est pas grave. Vous allez peut-être y arriver une fois, à vous souvenir, faire une petite capture d'écran de ce qui vient de se passer en maintenant une appréhension du souffle. Et ça va vous faire gagner un niveau dans la vigilance pour que la fois prochaine, c'est pas quand la chose a complètement vous a fait partir pendant 5 minutes que vous allez pouvoir avoir une petite alarme mentale qui va vous réveiller de cette distraction. Vous allez vous réveiller après 2 minutes 30 par exemple. Et après 1 minute, après 30 secondes. Et puis il y a un moment, vous allez vous souvenir que vous êtes sur le point de perdre l'objet avant même que vous l'ayez perdu l'objet. Ça, il ne reste alors que des distractions moyennes. Et il y a un moment où c'est au moment où l'esprit commence à formuler une forme d'excitation, mais il n'y a même pas encore d'objet qui s'est créé dans l'esprit, que vous allez pouvoir avoir cette reconnaissance à travers la vigilance et rétablir le cap. Ça, c'est des distractions subtiles. Et quand vous arrivez à plus n'avoir ni distraction subtile, ni excitation subtile, ni relâchement subtil, vous accomplissez le niveau 8. Et là, il faut juste continuer pour atteindre Shamatha. Donc, on peut refaire un test. Là, vous êtes focalisé sur le souffle. En principal, vous restez sur le souffle, à minima, comme on l'a vu. Et dans la mesure de vos capacités, si vous sentez que c'est possible, que ça ne vous fatigue pas, vous employez votre vigilance pour reconnaître et distinguer si dans votre esprit il y a des distractions grossières ou moyennes. Ou peut-être n'en distinguer qu'une sur 10, c'est pas grave. On essaye. Et quand vous savez harmoniser ces deux facteurs à minima la pleine conscience, à minima la vigilance, je pense que on rend possible d'accomplir le niveau 4, donc de ne plus oublier l'objet, mais encore avec beaucoup de perturbations. L'exemple qui est employé, c'est que les premières étapes, c'est vraiment comme un ruisseau de montagne à la sortie du glacier en Inde, après la mousson, bref, c'est le chaos. On a l'impression que c'est un peu chaotique. Ensuite, on va avoir l'impression que c'est un ruisseau de montagne canalisé dans un canyon, par exemple. Puis après, c'est plutôt une rivière. Puis après, c'est l'océan. Donc, à partir du niveau 4, on a encore beaucoup, beaucoup de choses. Et avec la clarté acquise et la stabilité acquise, on va les reconnaître avec beaucoup plus de vivacité, en plus, nos pensées. Ça peut être perturbant, ça. Parce qu'on va commencer à éclairer le contenu de toutes nos pensées. Donc on va découvrir des choses intéressantes sur des schémas, des choses qui se répètent. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut nous permettre aussi d'adapter notre pratique spirituelle, parce que là, on fait un diagnostic en temps réel de qu'est-ce qui m'habite le plus, de manière
qu'est-ce qui est récurrent dans mon esprit. Et c'est en général ce qui est le récurrent et le plus producteur de problèmes qui peut-être peut faire l'objet de notre pratique. Si on fait l'observation qu'on a énormément de colère quand on médite, parce qu'on l'observe à travers la vigilance, peut-être que c'est la méditation sur la bienveillance, sur la réduction de la colère à travers la patience, la tolérance qu'on va pouvoir employer. C'est une super étape diagnostique, cette méditation de shamatha également. Ok, on va reprendre, on va continuer. Et tout l'intérêt, c'est de faire des tests pour trouver les choses avant de se lancer dans des durées assez longues, pour être sûr de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper, parce que il y a des étapes à faire dans le bon ordre, comme quand on pilote, et si on l'oublie, on va avoir tendance à mettre les gaz dans l'avion alors qu'on n'a pas allumé les moteurs, etc. Et ce qui ne produira pas de l'effet escompté, même si ça peut produire des effets. On regarde la route devant nous, c'est l'objet de la pleine conscience, le souffle, et en périphérie de temps en temps, on vient se souvenir, en faisant une capture d'image pour distinguer les distractions grossières des distractions moyennes. Ok. Alors si vous sentez que la vigilance est un peu trop active, dites-vous bien, c'est un apprentissage, c'est à travers multiples reprises et essais pour voir si vous savez la quantifier, cette vigilance, pour pas qu'elle soit trop présente, pour pas donner l'impression que ça vous tend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande des heures de vol, de savoir la travailler sans qu'elle parasite le fonctionnement de la pleine conscience, de savoir bien se souvenir que la vigilance est produite par la pleine conscience, donc c'est la pleine conscience qui vient au départ, et c'est parce qu'il y a la pleine conscience que tout à coup la vigilance va pouvoir s'installer. On ne pratique jamais la vigilance de nos pensées sans pleine conscience, parce que ça vient un petit peu professionnaliser une forme de rumination, ça c'est plutôt très mauvais ça. C'est-à-dire on est focalisé sur rien, mais on observe ses pensées. Si on est focalisé sur rien, qu'on observe ses pensées, il y a bien un moment où on va finir par un peu sombrer, et l'esprit va rentrer dans une boucle qui est un peu une réaction en chaîne, mais plutôt négative celle-là. Bien penser que ce n'est que dans le contexte de la pleine conscience que la vigilance va se développer dans shamatha. Ça, c'est important, parce que ça sécurise le processus. C'est en ça que la pratique est très bien pensée aussi, parce que le but est de sécuriser l'esprit dans le processus. Ok, on va reprendre.
si vous observez un petit peu de stabilité, donnez une nouvelle mission à votre vigilance qui va être maintenant de reconnaître que simplement respirer peut être plaisant, de reconnaître que d'observer la respiration peut vous donner l'impression qu'elle vous régénère, qu'elle vous fait du bien, que vous vous faites du bien, que du bien-être peut-être commence à surgir dans votre corps. En plus de distinguer avec votre vigilance la présence des distractions grossières et moyennes, vous pouvez observer le bienfait de la pratique sur votre corps et votre esprit. La focalisation principale, c'est le souffle. En périphérie, les distractions grossières moyennes. Et de temps à autre, dénouez les tensions musculaires que vous percevez sur le visage ou dans vos épaules et percevez le bien-être qui résulte peut-être de ce corps un peu plus détendu, calme, qui se plaît dans l'immobilité plutôt que d'avoir la volonté sans arrêt de faire autre chose, de bouger. Okay. Et imaginons qu'on soit comme ça, en train de méditer sans plus perdre l'objet et que on commence à observer les bienfaits de la méditation. Eh bien, on observerait, si on méditait sur un objet visualisé, que naturellement l'objet commence à venir tout seul. Que presque comme quand on est en train de s'endormir et que tout à coup il y a le monde onirique qui commence à être créé par notre esprit. Il y a un moment, la clarté va être induite presque sans effort. L'objet de méditation va apparaître beaucoup plus clairement parce que c'est sur la base de la stabilité et de la détente. Ça, c'est ce qui vient à partir de l'étape 5. En fait, à l'étape 5, il n'y a plus de relâchement grossier. L'objet apparaît vraiment. Donc, on va passer maintenant à la durée des sessions, qui est un sujet important.
La proposition de la Tsongkhapa, c'est de dire, comme c'est une pratique qui nécessite la compréhension de la méthode, c'est important de faire des tests, c'est important d'utiliser notre réflexion pour comprendre les étapes. Et de faire des tests, ça veut dire faire des petits tests pour commencer. Exactement ce qu'on vient de faire. Ne pas partir dans des méditations trop longues, parce que sinon on perd du temps, on se fatigue, on vient altérer l'effort joyeux, on a un pourcentage d'échec dans la méditation qui est trop important par rapport au pourcentage de succès, et ensuite on peut générer beaucoup trop de relâchement. Si on habitue notre méditation à être trop dans le relâchement, on va également observer une diminution de nos capacités cognitives, une espèce de mollesse où on est détendu, mais un petit peu un électroencéphalogramme plat. On a du mal à voir clairement, on a du mal à prendre des décisions, c'est très clair, c'est très calme, on est détendu. Et ça a été souligné à multiples reprises par les maîtres du passé, que de ne pas s'habituer à rester trop longtemps dans le relâchement et la détente, se souvenant bien que la pratique méditative de shamatha, c'est l'union de ces deux facteurs que sont la stabilité et la clarté mentale. Ce n'est pas juste de la détente, ce n'est pas juste de la stabilité, c'est la stabilité unie à la clarté et l'intensité mentale. Donc, commencez par faire plein de tests, et le conseil de Pabon Karimpoche, qui était quand même un très très grand méditant, qui a enseigné énormément sur le lamrim, disait que l'indication pour quelqu'un qui fait une retraite de shamatha, c'est de faire 18 sessions par jour, mais c'est vraiment une indication générale. Ce qu'on peut comprendre et extraire de ça, c'est que c'est peut-être plus intéressant de faire plein de petites sessions dans la journée pour trouver l'objet, pour venir travailler cette clarté mentale, et puis après la détente, la stabilité, faire plein de petites sessions, plutôt qu'une longue session où il y aura un degré d'erreur dans la méditation qui sera trop important. Et ça, je pense que c'est aussi un moyen pour que cette pratique, elle puisse venir s'infuser dans toutes les parties de notre journée. Vous attendez un stop, vous pouvez faire un cycle de respiration, dire « Ah oui, ça c'est le souffle, ça c'est le souffle, c'est la respiration ». Vous allez aux toilettes, vous lavez les mains, vous pouvez prendre un temps, vous pouvez le faire un peu partout ça. Et tester, surtout, garder la curiosité de celui qui teste. Il y a énormément de manières d'aborder cette technique. Trouvez celle qui vous convient, explorez, soyez curieux, ça c'est hyper important. Trompez-vous, aimez-vous tromper, faites des tests. Et c'est à travers toutes ces heures de vol, ces tests, que vous allez trouver le chemin, vraiment, vers shamatha. Donc, pour les durées de méditation, il est dit, il faut qu'on arrête la méditation quand on a encore un moment où ça se passe bien, pour que la fois prochaine, on ait envie d'y revenir sur le coussin. L'indication étant que ce qui est hyper important, c'est que nos pratiques méditatives conservent dans notre esprit l'enthousiasme. Si la pratique, elle se fait pour pouvoir faire en sorte que la fois prochaine, on ait envie de revenir sur le coussin, ça veut dire qu'il ne faut pas trop en faire pour ne pas venir altérer l'effort joyeux. Donc plutôt faire des sessions courtes avec un taux de succès quand même assez important. Et tous les apprentissages, c'est la même chose. Quand on apprend à courir, on ne peut pas courir 1 minute et avoir un taux d'échec. Pendant 59 minutes, on reste assis sur un banc, par exemple. On ne peut pas dresser un chien si on demande au chien quelque chose qu'il n'est absolument pas capable de faire. Il va être frustré. Il faut qu'il ait une dose de succès importante. Et je pense que pour nous, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une dose de succès importante. D'où l'indication de sessions qui restent courtes et qui nous permettent d'avoir envie de revenir sur le coussin. Mais je pense que la durée des sessions de méditation, elle est dépendante de est-ce que ma pleine conscience et ma vigilance restent de bonne qualité. Si ma pleine conscience, je suis complètement distrait et je ne vois absolument pas mes perturbations mentales ou les distractions, c'est peut-être pas le bon moment de méditer. Et il vaut mieux faire une session très courte. Ça veut dire peut-être qu'on ne fait pas assez de sessions dans la journée, ou bien qu'on essaie de faire une session
à un moment qui n'est pas opportun, ou bien parce qu'on vient de manger, ou bien parce qu'on n'a pas dormi, ou bien parce qu'on a des obstacles et des choses perturbantes dans la journée, mais que la pleine conscience et la vigilance puissent demeurer de bonne qualité, je pense que c'est l'indication sur la durée de méditation. C'est ça. C'est pas que vous vous fixez une durée fixe en disant je vais méditer 1 heure par jour. Ça, je pense que c'est... Il vaudrait mieux que vous disiez je vais méditer tous les jours et je vais adapter ma durée en fonction de mes capacités. Parce que si on doit apprendre à piloter, il faut aussi apprendre à reconnaître notre niveau de concentration. Et pour ça, ça nécessite qu'on ne vienne pas figer une demande de se dire il faut que je médite 1 heure, il faut que je médite 20 minutes même. Non, c'est à vous de trouver ça par l'expérience. Mais par contre, une fois que vous trouvez une durée qui fonctionne bien, vous pouvez utiliser un timer. Quand vous voyez que 10 minutes ça fonctionne bien, que vous le faites plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois dans la semaine, ou 1 fois par jour seulement même, vous pouvez avoir un timer qui vient vous rappeler quand c'est 10 minutes par exemple. Mais l'indication, c'est que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de vous qui puisse permettre d'arrêter la méditation plutôt qu'un appareil extérieur, sachant que par le passé, les maîtres n'avaient aucun moyen de compter les minutes aussi précisément que nous. Quand Tsongkhapa méditait au XVe siècle, dans des grottes où il n'y avait pas de Wi-Fi dans ses cabanes et il n'y avait pas de téléphone, il ne pouvait pas compter autrement que dans la perception de son environnement intérieur. C'est comme ça qu'il comptait la durée. Et je pense qu'il faut essayer de retrouver ça aussi. Et je prends souvent l'exemple c'est comme de retrouver l'appétit plutôt que de l'envie de manger. C'est un peu ça. L'envie de manger, c'est un peu j'ai envie de manger. Mais la faim, c'est vraiment une sensation tactile dans le corps. Donc c'est un peu de retrouver quelque chose d'intérieur qu'on perd un petit peu parce qu'on a envie de manger, mais ce n'est pas vraiment ça la faim. Donc de la même manière avec la durée des méditations, d'essayer de percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc maintenant, comment nous aider à cultiver shamatha dans la vie de tous les jours? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je crains malheureusement d'avoir aucune nouveauté à donner parce que c'est quelque chose de difficile. Surtout quand on travaille, qu'on a une vie de famille, qu'on a peu de temps. Mais je pourrais commencer par dire il faut qu'on apprenne à... Quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui est préalable à ça. Quand on voit que shamatha ne fonctionne pas, que la méditation ne fonctionne pas, se poser la question des préconditions, par exemple, qui sont sans doute, je crois, expliquées dans le livre. Et ces préconditions, c'est est-ce que j'ai beaucoup trop d'activités dans ma vie? Est-ce que j'ai du contentement? Est-ce que j'ai de l'avidité? Est-ce que je suis toujours en train de penser à posséder quelque chose, à me projeter dans l'avenir, aux préoccupations mondaines, à la réputation, à ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que je rencontre des obstacles dans ma vie parce que voilà, des problèmes familiaux? Parce qu'il ne faut pas essayer de se forcer à méditer quand l'environnement qui est autour de nous ne s'y prête pas du tout à la méditation. Il ne faut même pas essayer de s'en vouloir d'ailleurs. Quand il y a un environnement qui est perturbant, c'est normal d'avoir des difficultés à méditer. Donc c'est plutôt à ce compte-là sur l'observation de notre environnement et de venir trouver des petits ajustements dans l'environnement qui va servir de préalable à la concentration, sachant que la pratique de shamatha est accomplie à travers une technique parfaite de la méditation, mais également en collectant dans notre vie des variables environnementales à la fois à l'extérieur, à l'intérieur de notre esprit qui vont permettre à la méditation et à la concentration de surgir. Et ça, c'est une vie saine. C'est de ne pas faire 50 000 choses. On ne peut pas avoir une vie où on est complètement dans l'oubli et la distraction du matin au soir et penser qu'en 20 minutes, on va venir soigner quelque chose qui est tellement ancré dans notre journée. Ça, la méditation n'y arrivera jamais. Je compare ça à... Il y a une énorme brèche dans un barrage, par exemple, et on vient avec un petit pistolet à colle, et puis on vient penser qu'avec le petit pistolet à colle, on va pouvoir couper cette énorme brèche dans le barrage.
Shamatha, c'est vraiment un petit pistolet à colle. C'est quelque chose qui vient calmer l'esprit quand on est déjà quand même assez en paix, quand on a déjà un environnement qui est assez propice. Alors, il ne faut pas avoir accompli tous les préconditions pour commencer à pratiquer la méditation, mais vous allez reconnaître et voir dans votre pratique que plus vous accomplissez ces préconditions de votre environnement en lien avec les techniques, et plus vous allez avancer. Ce n'est pas juste une histoire de technique. C'est une histoire de technique plus notre environnement, notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, qu'est-ce qu'on dit avec notre parole, les personnes qu'on rencontre, les obstacles qu'on a dans la vie. C'est un système en fait, c'est assez vaste. Donc si vous voyez que vous avez du mal à méditer, c'est pas grave. Il y a peut-être une raison dans votre environnement. Ensuite, les tuyaux que je peux conseiller, c'est une fois que vous avez vérifié que votre environnement permet à minima du calme et de la sérénité, de vous dire, est-ce que j'ai envie de méditer, est-ce que j'ai de l'effort joyeux? Vérifiez la présence des 8 antidotes un par un, en commençant par les premiers. Est-ce que j'ai de l'aspiration? Est-ce que j'ai envie de méditer? Est-ce que j'ai de l'effort joyeux? Est-ce que j'ai la conviction dans les qualités de cette pratique? Si la réponse est non, et si vous sentez « ah, j'ai pas du tout de conviction », c'est pas la peine de commencer à méditer. Il vaut mieux passer du temps à vous remémorer pourquoi c'est important de méditer, quels sont les problèmes de l'esprit distrait, est-ce que je peux y arriver, qu'est-ce qui m'empêche de penser que je peux y arriver, etc., etc. Si vous sentez que vous avez un peu d'enthousiasme, alors vous pouvez aller sur la pratique de la pleine conscience et commencer à méditer. Ça, c'est important parce que ça vous fait gagner un temps fou. Parce que si vous vous forcez à méditer en oubliant le premier effort joyeux, le premier pouvoir de l'effort joyeux, vous allez perdre un temps fou à méditer sans joie et l'esprit va avoir du mal à reconnaître les perturbations parce qu'il n'y aura pas de clarté mentale, il n'y aura pas de joie, vous n'allez pas pouvoir distinguer vos perturbations des perturbations grossières, des perturbations subtiles, n'en parlons pas, et l'esprit va avoir du mal à se focaliser. Donc dans l'ordre, de faire vraiment dans l'ordre. Et une fois que vous avez la pleine conscience, la vigilance. Une fois que vous avez la vigilance, l'effort joyeux. Une fois que vous avez l'effort joyeux, la familiarisation. L'important aussi, c'est que dans les premières étapes, parce que c'est un ruisseau rugissant dans la montagne, c'est ce qui est le plus dur. C'est les premières étapes qui sont le plus dures. Plus on avance, plus ça va être facile. Donc au départ, dans le dessin de Shamatha, vous voyez des flammes. Et c'est les flammes qui vont diminuant et c'est les flammes de l'effort, de la peine. Ce n'est pas l'effort joyeux, ça c'est vraiment exertion en anglais. C'est la notion de « ah, il faut mettre de l'huile de coude ». Et pour ça, ça veut dire que dans les premières étapes, il faut quand même une forme de régularité. Il faut quand même se dire « je le fais tous les jours » ou « je le fais une fois par semaine ». Je conseillerais de le faire tous les jours, mais de le faire un petit peu tous les jours. La régularité est essentielle dans la pratique de Shamatha. Choisir le bon moment, c'est un autre conseil. Quand on voit qu'il faut avoir une attention, une pleine conscience et une vigilance de qualité, trouvez le bon moment. Essayez de... si vous avez l'enthousiasme pour cette pratique, choisissez lui une place de choix à la concentration. Et la place de choix, ce n'est pas quand vous n'avez plus rien envie de faire dans la journée que de vous affaler dans un canapé, ce que je connais très bien, et puis de rien faire. Ah bah tiens, je vais méditer à ce moment-là. Là, l'esprit ne va pas du tout avoir la force pour observer ce qui se passe. Trouver une place de choix. Ce qui est le témoignage, le signe que la méditation devient une priorité. On donne une place de choix aux choses qui importent et on donne une place de second ordre aux choses qui importent peu. Donc, une manière de voir si vous avez de l'enthousiasme, ce n'est pas seulement de sonder votre esprit, c'est de savoir à quel moment vous méditez aussi. Choisir le bon moment, ne pas se dégoûter, ne pas trop en faire non plus. Là, c'est trouver la limite aussi. Il ne faut pas trop en faire. Moi, je trouve assez intéressant parfois quand je vais en famille ou je voyage et j'ai peu le temps de méditer, qu'il y a quelque chose de positif dans le fait que, par ma frustration de ne pas méditer, je cultive l'effort et l'aspiration. Je me dis, waouh, ça va être sympa quand je vais avoir plus de temps. Et en fait, j'ai envie, je cultive l'envie à ce moment-là. Et quand je reviens et que tout à coup j'ai le temps de méditer, mon esprit naturellement se place parce que j'ai de l'effort joyeux. Donc parfois, avoir une petite frustration, ça peut être positif. Il ne
faut pas que la frustration soit négative et avec un ressenti déplaisant. Un autre point, c'est la volatilité. Très important, la volatilité de la pratique de la méditation. C'est pas tout à fait comme quand on apprend à courir où les progressions sont beaucoup plus stables, même si elles connaissent des hauts et des bas. La méditation peut connaître une volatilité assez importante d'un jour à l'autre, d'un moment de votre vie à un autre, parce que c'est mental, parce que c'est subtil, parce que c'est le résultat d'un environnement et que c'est assez complexe. Il faut accepter cette volatilité-là, qu'il y ait des moments où vous allez très bien vous en sortir, vous allez avancer, vous allez faire des retraites, vous allez voir que ça fonctionne, et puis connaître des obstacles, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, et vous allez avoir l'impression que ça retombe, mais ce n'est jamais vraiment un retour en arrière. C'est quelque chose de nouveau, mais peut-être difficile. Un problème, c'est la décontextualisation. Décontextualiser la pratique, c'est d'extraire shamatha de l'éthique, c'est d'extraire shamatha de la voie globale. C'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est extraire shamatha des préconditions de notre vie de tous les jours, mais ça j'en ai déjà parlé. Un point important, c'est d'oublier les trois sagesses, donc d'oublier de nourrir la pratique de shamatha par la réflexion. Et je vous encourage à lire des livres sur shamatha, à maintenir votre curiosité, à l'étudier profondément, à savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment, à mémoriser aussi les étapes. En voiture, on ne s'en rend même pas compte, mais il y a tellement de choses qu'on a mémorisées. La place de la cinquième par rapport à la première, où est la marche arrière, comment mettre le clignotant à gauche. Et de la même manière, dans la pratique de shamatha, il faut qu'on mémorise toutes les étapes, savoir exactement ce qui se passe à quel moment, pour qu'au moment où on arrive à la porte de ces étapes, on sache exactement quoi faire. Donc, de mémoriser les 8 fautes et 5 antidotes, de mémoriser ses pouvoirs, c'est vraiment comme quand on apprend à conduire, de mémoriser la place des boutons et du volant, etc. De savoir retrouver l'objet par l'étude, par la réflexion aussi, surtout si vous méditez sur quelque chose de visualisé. De vous souvenir que la pratique n'est pas égale à la méditation. Ça, je l'entends trop souvent. La pratique de développement de l'esprit ne nécessite pas la méditation. On peut être une personne qui fait de grandes choses sans jamais méditer. C'est sûr que ça va aider de méditer, mais savoir avoir de l'éthique, se réfréner de faire du mal aux autres, ce n'est pas une pratique méditative en soi, surtout si on parle ou c'est une action du corps, mais ça reste une pratique spirituelle. Pratique spirituelle n'est pas équivalente à la méditation, donc si vous n'arrivez pas à méditer, relax, il y a plein d'autres choses à faire. Si vous sentez que vous sombrez dans le sommeil, dans la méditation trop souvent, essayez d'explorer s'il n'y a pas un problème dans le moment où vous méditez. Est-ce que c'est trop proche d'un repas? Est-ce que vous dormez bien suffisamment? Est-ce que vous dormez trop peut-être? Le sommeil peut venir également un peu une tendance à désactiver les capacités cognitives, l'analyse, la compréhension, l'étude. Ça peut induire du sommeil. Le sommeil peut être produit aussi par un manque de joie en général, un manque d'effort joyeux. Ça, on le retrouve, je crois, dans le livre aussi de Geshe-Loden, Les causes au relâchement. La douleur, ne méditez pas dans la douleur physique. Je sais que ça peut se faire, ça peut avoir une fonction, on peut reconnaître des choses sympas, mais shamatha ne nécessite pas qu'on ait mal pour méditer. Si vous n'arrivez pas à tenir la posture du lotus ou même du demi-lotus, c'est pas grave. Méditez assis sur une chaise, c'est pas grave. Ne méditez pas dans la souffrance. Déjà parce qu'on peut se détruire les genoux, et c'est véridique, et ensuite parce que ce n'est pas la pratique. Plus on va dans la pratique, plus ça doit être plaisant. On ne médite pas dans la douleur. Enfin, la patience. Donnez-vous du temps. Ça prend du temps, shamatha. Ça prend du temps. Mais c'est pas comme ça, François. La patience, en fait, c'est d'accepter les difficultés, d'accepter que les difficultés sont bénéfiques aussi dans la pratique de shamatha. Si vous rencontrez des difficultés, peut-être que ça va vous permettre de revenir
à l'étude, de revenir aux livres, de revenir à des retraites, de reconsidérer votre mode de vie ou des choses que vous faites dans la journée, ça a une fonction. Et tout le travail de l'acceptation, c'est de voir que la souffrance qu'on vit, on ne la recherche pas, mais si elle est là, elle peut avoir une fonction bénéfique. Donc la patience, elle est née de ça. Et puis ensuite, continuer à être curieux. Il y a des cours qui se préparent. Je sais qu'il y a des livres importants qui vont être publiés en français aux éditions Mahayana en fin d'année. Voilà, il y a des retraites qui sont organisées à Vajrayogini. Moi, je conduis une retraite au mois d'août au centre Kalachakra. Il y a possibilité de pratiquer et je vous exhorte à considérer vraiment cette pratique qui nous a été léguée par Lama Tsongkhapa comme étant quelque chose de très précieux et qui a un potentiel immense. Parce que quand on sait après ce qu'on peut faire avec cette technique, juste cette technique, pour les autres, on ne peut pas rentrer sur la voie, on ne peut pas devenir un bodhisattva sans shamatha. Donc si notre but est d'atteindre l'éveil, alors il faut qu'on génère shamatha. On ne peut même pas développer le renoncement sans shamatha. Donc évidemment que c'est essentiel dans notre vie spirituelle et on a accès là à une technique qui est extraordinaire. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. On va regarder, je pense qu'il y a des questions. Je suis un petit peu en retard. Lorsqu'on parle de clarté, il semble que ça concerne soit la clarté de l'esprit, soit la clarté de l'objet, ou les deux à la fois. Si mon objet est la respiration à un endroit du corps, dois-je visualiser ce point comme lumineux pour créer de la clarté à la respiration? La clarté en général, on parle de la clarté de l'esprit plutôt. Mais en fait, on va se rendre compte qu'à mesure qu'on avance, on va avoir à la fois la clarté de l'esprit et la clarté de l'objet. Et d'ailleurs, il y a une distinction qu'on peut faire entre le relâchement grossier et le relâchement subtil. Dans le relâchement grossier, il y a une clarté subjective de l'esprit, c'est-à-dire que j'ai la pleine conscience qui opère, mais il n'y a pas de clarté objective dans le sens que l'objet n'apparaît pas. Dans le relâchement subtil, il y a la clarté subjective, la pleine conscience qui opère, la clarté objective, l'objet apparaît clairement, mais il y a un problème d'intensité. Donc la clarté, en fait, c'est plutôt la clarté de l'esprit, mais les deux sont importants. Que faire du regard qui, si les yeux sont ouverts, peut être source de distraction, mais si les yeux sont fermés, on peut se relâcher, s'éloigner de l'objet de méditation? Là, c'est une longue habitude. Ça, c'est une transition qui peut être assez longue. Donc, moi, je conseille de méditer les yeux ouverts, mais si vous voulez faire cette transition et que vous méditez de temps en temps, prenez le temps pour l'intégrer petit à petit. Faites 1 minute, une fois de temps en temps, et commencez à l'inclure petit à petit. Lors de mes sessions de méditation, ma respiration, et j'ai rapidement des longues pauses entre inspire et expire, je ne sais pas toujours quoi faire. Est-ce que je considère cela comme faisant partie du souffle ou c'est une distraction? Je ne sais pas. Oui, ça fait partie du souffle, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu avant et que j'y ai répondu. Je souhaiterais connaître, intervient pour le calme mental, je serais intéressé par des retraites. Daniel, alors je conduis une retraite à Land of Joy la semaine prochaine en Angleterre, et j'enseignerai une retraite de shamatha en Inde en octobre à Tushita, pour ceux que ça intéresse, au centre Kalachakra au mois d'août et en Israël au mois de juillet. J'ai l'effort joyeux, mais quand je choisis comme objet la colère, j'ai une baisse de motivation, d'énergie aussi. Que faire pour ne pas sortir de la méditation avec ces perturbations physiques? Alors, ça c'est important, la colère ne peut pas être un objet de shamatha. Parce qu'en fait, il y a un moment, dans shamatha, on va se sentir très bien, et l'objet de shamatha doit être un objet vertueux, ou à minima neutre, mais ça ne peut pas être une perturbation mentale. J'ai l'effort joyeux, mais peut-être je ne comprends pas bien la question. J'ai l'effort joyeux, mais quand je choisis comme objet la colère, j'ai une baisse de motivation. Alors c'est normal. Pour avoir l'effort joyeux, il faut regarder les choses qui fonctionnent.
Donc il ne faut pas méditer sur la colère. La colère, on l'observe quand elle surgit, mais on reste principalement sur l'objet de méditation. La colère ne peut pas être un objet de shamatha. Une perturbation ne peut pas être un objet de shamatha. Il faut choisir quelque chose qui est plutôt qui nous élève. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le souffle, une visualisation, la nature de l'esprit, la compassion, l'amour, la vacuité, l'impermanence, les éléments dans le corps physique, la respiration, l'impermanence qui est que la vie humaine a des limites, etc., etc. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et ben voilà, ben c'est terminé. Merci à vous, merci à Vénérable de m'avoir donné cette opportunité de faire connaissance avec vous et puis de continuer à explorer cette pratique.